mes matières premières viennent de deux boutiques séculaires de Paris, qui sont vraiment à l'origine des maisons familiales. Et puis bon, avec le temps, ils ont été repris par des repreneurs différents, mais ce sont des maisons qui existent depuis plus de 100 ans, voire plus de 150 ans pour l'une d'entre elles. Et c'est Tartex Métaux et Weber Métaux, qui est l'origine du métal est européenne. Voilà. Alors c'est pas français, hein, mais c'est européen. Alors moi, j'essaye de travailler en limitant le plus possible, bon déjà impact carbone, hein, ici on est dans un impact carbone qui est quasiment nul, puisque ma matière, je la trouve à Paris, donc c'est très limité la distance que j'ai à parcourir pour aller me fournir. Et puis moi-même, quand je travaille avec juste un chalumeau butane, et je n'ai quasiment aucun produit d'ajout, si ce n'est mon bain de déroche, qui est une dilution de 1/10 d'acide sulfurique, mais que je garde voilà, 10 fois plus longtemps que de raison. Donc c'est vraiment le seul produit, on va dire, qui pourrait être un tant soit peu toxique, que j'utilise pour travailler. Pour le reste, voilà, je ne jette jamais un morceau de métal, parce que tout morceau de métal peut servir à quelque chose, et j'en fais souvent l'expérience dans mon travail. J'ai des pièces qui sont nées justement uniquement par des chutes de métal, entre autres une collection de cerfs-volants, qui sont vraiment que, voilà, il me restait des petites chutes de métal qui étaient pas très grandes, et l'une d'entre elles avait déjà presque la forme d'un cerf-volant. Du coup, j'en ai fait une collection de cerfs-volants. Ils sont là sur l'étagère, par exemple, tu vois. Et je récupère beaucoup de métal de chute de chez Tartex, ce qui fait que souvent je travaille avec des chutes. Ça a deux avantages: c'est moins cher, et comme c'est de la chute, ça évite trop de pertes chez les fournisseurs aussi. Donc voilà. En argent, je ne perds rien non plus, je réutilise tout, le moindre atome de métal d'argent. Et souvent même, je garde mes chutes de perceuse, parce que je trouve, voilà, j'en ai un excellent exemple ici, voilà, je trouve que ça donne des choses magnifiques, et il m'arrive d'en utiliser dans des créations. Donc vraiment, je garde tout, hein. Je suis pas une collectionneuse, mais presque. Alors souvent, je récupère des fils électriques que je dégaine et que je réutilise pour faire des créations. Une fois que c'est nettoyé, poncé, poli, voilà, ça donne des choses très belles. Et ouais. Alors, souvent, ça, j'utilise aussi des chutes. Bon, alors là, je ne perds absolument rien, parce que c'est quand même assez cher, ce qu'on appelle du clinquant. Alors ça s'appelle du clinquant parce que ça fait du bruit. Voilà. D'accord. Ça clinque. Et non, mais vraiment, ma démarche, c'est vraiment justement de n'avoir aucune perte. J'ai des bacs avec des chutes, et régulièrement je pioche dedans. Je fais aussi sous ton établi. Exactement. Et quand j'ai des chutes de fil, par exemple, de fil très très fin, je m'en sers pour faire les herbes dans mes compositions végétales, ou je m'en sers pour faire, par exemple, des petits décors. J'en ai un là, par exemple. Voilà. Voilà. On a là des petits objets, avec des chutes de fils. Ça, ce sont des fils que j'ai rachetés à ma doreuse parce que c'était des chutes chez elle, justement. Et je me suis dit, mais ce truc-là, je peux en faire quelque chose, j'en suis sûre. Et j'ai gardé pendant 2 ans le sac avant de trouver ce que j'allais en faire. Et j'ai commencé par en faire des petits décors de Noël, des petits sapins de Noël, là, comme ça.
Oui. Voilà. En doré ou en laiton. Et ça, ce sont des petits objets que je vends très très bien en période de fête. Parce que c'est vraiment des petits décors jolis comme tout. C'est tout fin, tout fin, tout fin. Bon, par contre, ça a une petite tendance à s'en mêler. Oui, bah oui. Sinon, c'est pas grave. Sinon, c'est pas drôle, surtout. Ah, ben voilà. Voilà. En laiton doré ou en laiton argenté. Et voilà, donc ça me sert à ça. Et je savais qu'un jour ou l'autre, je finirais par leur trouver une utilité. Alors ça, je fais beaucoup. Hein. Je récupère, je récupère, je récupère. Et puis un jour ou l'autre, ça me sert. Ouais. Voilà. Bon. Ça va que ça prend pas beaucoup de place à stocker quand même. Mais Alors, j'ai une petite anecdote qui concerne la collection qui est dans la vitrine, là. Qui est une collection qui s'appelle la collection Girafe. Et cette collection, elle est née de plusieurs réflexions associées. La première réflexion, c'était sur la liberté de la femme et le pouvoir qu'il y a en nous. Parce que moi, je suis un petit peu perturbée par ce qui se passe dans la société en ce moment par rapport au mouvement féministe avec lesquels je ne suis pas toujours en accord. Parce que je trouve qu'on perd l'information sur le vrai problème des mauvais traitements de la femme. En fait. Tout est devenu mauvais traitement. Or, un type qui nous siffle dans la rue, c'est pas un mauvais traitement, c'est juste un mec qui sait pas se tenir et tant pis pour lui, quoi. Voilà. Et il faut faire la différence entre ça et une femme qui se fait violer. Et aujourd'hui, je trouve que le discours... c'est-à-dire que le mec qui nous siffle dans la rue, ça devient super important. Et la femme qui se fait violer, du coup, ça arrive pratiquement au même niveau de gravité. Or, on n'est pas du tout... voilà, où la femme qui meurt sous les coups de son mari, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va se prendre une petite main aux fesses. Voilà. Et ma réflexion là-dessus, elle est que la femme, elle a besoin d'aller chercher en elle, vraiment... le pouvoir qui fait qu'elle n'a pas besoin de dominer l'homme et d'inverser ce pouvoir sur l'homme. Elle a besoin d'aller chercher en elle le pouvoir qui fait qu'elle ne sera pas atteinte par ce genre de choses, justement. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens en moi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas atteinte par le regard... un peu vicieux ou un peu déplacé des hommes parce qu'en moi j'ai un pouvoir qui est 10 fois plus fort que ça, mais j'ai pas besoin de l'exercer sur un autre. Je l'exerce, voilà, je m'en sers pour être bien en moi-même. Et cette collection, elle est partie de cette tradition de la femme girafe, de ce peuple où on croit souvent en nous parce que ça nous fait mal de voir ces corps déformés, ces cous allongés. Et on croit souvent que c'est une torture. Mais en réalité, pour ces femmes-là, c'est une valorisation sociale, c'est une valorisation de leur pouvoir et de ce qu'elles sont. Et c'est pas comme ça que nous, on le perçoit. Et moi, j'avais envie de travailler sur ce pied de nez, justement, à la femme girafe et à ce collier. Et ce bijou, il fait le tour du cou, mais complètement. Il s'enfile comme une écharpe. Et en même temps que cette réflexion sur le pouvoir de la femme, j'ai été invitée à une fête chez le clown Slava qui a son domaine qui est juste à l'entrée de Crécy. Là. Et il met toujours des thèmes et des couleurs quand il fait des animations chez lui. Et le thème, c'était la folie. Donc il fallait être habillé, il fallait il fallait cuisiner dans la folie. Enfin voilà, c'était le thème. Et donc ce défi, plus la réflexion sur laquelle j'étais en train de travailler sur le pouvoir de la femme, la liberté de la femme dans la société, enfin comment on traite tout ça et comment on peut aider la femme à aller chercher justement en elle
des choses fortes, très très fortes, ça a donné ce bijou-là, c'est-à-dire qu'il est à la fois empreint d'une certaine folie, d'une certaine audace, de quelque chose, en plus il est dans un effet, je peux aller le chercher, en plus il a un effet ressort, il est du ressort comme ça, et on l'enfile comme on mettrait une écharpe. Tu sais, je vais enlever ça. Et comme ça, je vais pouvoir le mettre sur moi si tu veux. Donc, on enfile ce bijou comme on enfilerait une écharpe. Voilà. Et ce qui est incroyable avec cette pièce-là, c'est que quand on la porte, on a juste envie de se tenir droite. Parce que c'est ultra léger, mais vraiment ultra léger. Et ça n'a aucune contrainte physique. C'est-à-dire que si on penche la tête, ça se penche en même temps. Si on la met en arrière, partout. Il n'y a aucune contrainte physique. Mais il y a quelque chose qui se passe, que quand on porte ce bijou, on a envie de se sentir, on se sent comme une reine en fait. Et on a envie de se tenir droite, il y a quelque chose vraiment dans le corps qui se passe et qui nous fait nous redresser. Et pour la petite histoire, à l'époque où j'ai fabriqué ce bijou, je lisais un livre qui s'appelait... qui s'appelle toujours d'ailleurs, Montrez-leur qui vous êtes. Et ce bouquin était juste extraordinaire. Et j'en étais dans la partie du livre où l'auteur nous expliquait qu'en fait on avait des positions qui nous faisaient fabriquer tel et tel type d'hormones. C'est-à-dire que quand on se tient comme ça, on ne fabrique pas des hormones de pouvoir. Et quand on se tient comme ça, on fabrique des hormones qui sont des hormones super positives et qui nous permettent de nous sentir plus forts. Et ce bijou, il est arrivé vraiment pour faire le lien entre ces trois thématiques, c'est-à-dire à la fois la légèreté mentale et morale, c'est-à-dire un peu de folie, un peu d'audace, à la fois la liberté et la puissance de la femme, parce qu'on a déjà tellement de puissance en nous qu'on n'a pas besoin d'aller chercher une puissance qui est une fausse puissance. Et ce bijou qui permet d'aller chercher en nous quelque chose qui nous fait fabriquer des hormones positives. Donc il y avait un côté réparateur dans ce bijou, qui a l'air de rien, qui est ultra léger, qui est juste un fil, qui est d'une simplicité absolue dans son design en fait, parce que c'est vraiment juste du fil, et c'est du fil qui en plus voilà, reprend sa forme d'origine, ne perd pas sa forme. Donc ça, c'était ma petite anecdote. Ma petite collection girafe, c'est un peu mon coup de cœur personnel, en fait. Oui, non, c'est vraiment des choses qui me tiennent très fortement à cœur, quoi, complètement. Mais je n'ai compris tout ça qu'à la fin de la collection. Une fois que j'ai eu créé la pièce, une fois que j'ai eu porté la pièce, petit à petit, j'ai compris tout ce que j'avais mis dedans. Et ben, il y a un recul et il y a le fait de se dire « Ah mais c'est vrai, je l'ai faite en même temps que je lisais cette partie-là de mon bouquin, c'est fou quoi !» Mais oui, j'étais en plein en train de regarder les bijoux ethniques qui sont... et justement, j'étais sur le thème de la femme girafe. Et c'est fou quoi, quand je porte ce bijou, j'ai envie de me tenir droite, je me sens forte. Et voilà, et petit à petit, j'ai compris tout ce que j'avais mis dans le bijou. Mais au départ, je l'ai fait de façon très instinctive. Il fallait que je trouve une pièce qui représente un peu la folie. Donc il fallait qu'il y ait de l'originalité, parce que je n'allais pas porter un collier normal qui ressemble à un collier traditionnel, même s'il était original. Ça n'aurait pas suffi pour moi pour représenter la folie. Voilà. Alors, c'est pas une pièce, mais c'est une œuvre. J'ai découvert il y a quelques années l'œuvre d'Alexander Calder. Et il a énormément influencé mon travail. Alors Calder, il a beaucoup travaillé sur les mobiles. Et je pense que c'est aussi, enfin je ne pense pas d'ailleurs, je sais, c'est aussi par son influence que j'ai travaillé aussi sur la pesanteur et sur le remplissage du vide autour de nous, mais par des choses qui finalement ont l'air de ne pas prendre de place du tout,
parce que cette chose-là, par exemple, on ne dirait pas qu'elle prend de la place. Et en fait, avec le mouvement qu'elle prend, qu'elle fait quand elle prend vie, et ben finalement, elle remplit l'espace, elle remplit les vides. Donc Alexander Calder, il m'a énormément influencée, et dans son œuvre Bijoux, il a des pièces qui, pour l'époque, étaient totalement révolutionnaires et extraordinaires de grandeur et de beauté. Et il m'a permis de comprendre qu'il ne fallait pas se limiter à ce que les gens croient vouloir. Parce que souvent, les gens pensent vouloir parce qu'ils n'osent pas. Alors que quand ils essayent des choses qui sortent de leur champ, de ce qui leur semble normal et politiquement correct à porter, ils s'aperçoivent que ça leur apporte quelque chose de plus. C'est-à-dire qu'ils ont osé, ça va chercher quelque chose en eux qui leur appartient. Il y a quelque chose qui fait écho dans une pièce un petit peu originale et qui fait écho à ce qu'ils sont eux et qui leur permet de se dépasser un petit peu. Et on n'est plus pareil quand on arrive à se dépasser et à sortir de sa zone de confort. Parce que nos zones de confort, elles sont souvent nos zones d'inconfort en vrai. Et quand on en sort, on s'aperçoit qu'en fait, on ne peut être que mieux et que meilleur. Donc il y a beaucoup de ça. Et Calder m'a beaucoup apporté là-dedans. Et puis dans la poésie, parce que Calder, il a créé un monde qui s'appelle le cirque, qu'on peut trouver sur YouTube justement. Et le cirque de Calder, et ça dure, je sais pas, ça doit durer une petite demi-heure. Et c'est juste extraordinaire de poésie et de magie. Il a construit tout un monde articulé et raconté toute une histoire avec des petites choses de rien du tout, avec des petits personnages, mais c'est à la fois d'une simplicité enfantine, à la fois d'une complexité extraordinaire. Donc c'est une grande richesse. C'était un génie, Monsieur Calder.